Merci de revenir alors même que le soleil brille et de rester dans cette salle, mais pour des propos qui seront certainement passionnants. Francis Rocard nous a concocté un programme santé bien-être, j'espère, comme dirait l'OMS, pour cet après-midi. Nous commençons avec 3 interlocuteurs. Professeur François Berger, près de Francis, docteur Philippe Duchâteau, au milieu, et près de moi, Jean-Stéphane Joly. Je préciserai, quand ils prendront la parole, d'où ils viennent, ce qu'ils font. Et pour commencer, du solide, même si c'est méandreux, du solide dans nos têtes. François Berger va nous parler du cerveau. Et ces 2 gentlemen de génétique. Donc, tout ce qui est dans les profondeurs de notre corps et qui parfois nous soucie. Et eux, justement, vont nous raconter dans quelle mesure toutes les innovations actuelles peuvent nous aider, mais de quelle manière, comment tout ça peut marcher, quelle est cette interaction homme-machine, et aussi les problèmes éthiques que cela risque de poser. Pour commencer, comme ce matin, comment ça marche? De quoi parle-t-on? À quoi ressemblent les objets, les machines, les éventuels robots, les implants, tout ce que vous voulez que ces spécialistes designent? Et pourquoi faire? Et ensuite, dans la discussion, nous ne manquerons pas d'évoquer l'évolution de tout cela, qui est extrêmement rapide. Professeur François Berger, vous êtes actuellement évidemment en jargon, Brain Tech Lab, autrement dit un laboratoire qui s'occupe de cerveau, de technologie, et qui est à l'INSERM, notre grand institut national de la santé et de la recherche médicale. Vous fûtes directeur du labo de technologie translationnelle à Clinatech, qui est à cheval CEA et CHU de Grenoble, et vous allez nous parler de cette interface cerveau-machine qui est en train de se développer. Dites-nous donc aussi rapidement que possible ce qui se passe dans les labos en ce moment. Merci. Donc, merci pour cette présentation, merci pour votre invitation. Je vais essayer donc, de façon synthétique de vous donner 2 exemples de transfert de l'innovation qui va illustrer l'intérêt majeur d'innover pour répondre aux besoins des patients et les dangers qu'il peut aussi y avoir. Donc la première chose, c'est le besoin médical. Je vais l'illustrer de 2 façons. Les glioblastomes, des tumeurs cérébrales qu'on n'a jamais réussi à guérir, quelle que soit l'innovation, donc une espérance de vie de moins d'1 an. Et puis les pathologies neurodégénératives, pour lesquelles aussi on est en échec total. Donc c'est un coût phénoménal, une altération de la qualité de vie phénoménale. Donc, François, un glioblastome, il est spécial parce qu'il est glio. Qu'est-ce qu'il a, celui-là ? Vous le voyez là sur cette image, c'est une tumeur qui d'emblée infiltre tout le cerveau dans des zones extrêmement importantes. Et du coup, on n'a jamais réussi à trouver les cibles pour le guérir. Et ça, c'est un échec énorme de la médecine. De la même façon que la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson, on n'a pas de traitement qui permet de ralentir ces maladies. Donc la réponse à ça, c'est important de le rappeler, c'est la recherche, c'est le chercheur. C'est un métier dont on ne parle pas assez. Donc ça, et une situation difficile parce que, comme le montre ce tableau de Munch, vous êtes devant la détresse du patient et il va falloir inventer pour explorer, comprendre et traiter. Alors pourquoi cet échec dans le cerveau ? Parce que le cerveau il est protégé, les médicaments n'atteignent pas le cerveau, qui est quelque chose d'extrêmement complexe, qui sert partout à quelque chose. Donc il est très difficile de prendre un bout de cerveau, il est très difficile que les médicaments atteignent le cerveau. Et ce qu'on développe à Grenoble, c'est issu de quelque chose qui a été montré il y a 25 ans. Vous voyez cet enfant, il n'y a pas de traitement. Mais comme on a fait de l'imagerie, qu'on a fait tout un tas d'études avant, en particulier électrophysiologiques, on sait qu'il y a une zone de son cerveau qui est complètement hyper excitée. Et si on met du courant à haute fréquence, vous voyez l'effet
qu'on obtient. Donc ça, c'est ce qu'a démontré, grâce aux travaux de tout un tas de chercheurs dans le monde, Louis Benabid et Pierre Pollack à Grenoble. Et vous voyez ce que ça ouvre, c'est que je suis en train d'ouvrir un nouveau monde. Je passe du médicament aux neurotechnologies, du courant, un dispositif qui a une électrode qui va dans le cerveau. Donc ça ouvre. Ce qu'on doit comprendre là, c'est que c'est le même en haut et en bas. Voilà, mais on est passé dingue. d'un handicap majeur à... Alors c'est un enfant qui est atteint d'une dystonie. La même efficacité, vous l'auriez dans la maladie de Parkinson, par exemple. Ou Huntington. Non, pas Huntington. Pas Huntington, non. Donc c'est un traitement symptomatique. Ça a ouvert un espoir énorme. Et vous voyez, c'était il y a 25 ans. Excusez-moi, ce que je voudrais juste te dire, c'est que M. Benabid est déjà venu au Mystère et qu'effectivement, il nous avait montré un film avec un monsieur qui appuyait sur un bouton et à ce moment-là, la personne se calmait instantanément. C'était très, très impressionnant. Alors en 25 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Ce que vous avez dans votre poche, c'est-à-dire l'électronique, la nanoélectronique. Donc ça veut dire par rapport à ces neurotechnologies, on va pouvoir ajouter tout ce qui a été développé. Ça, c'est très important dans l'innovation. C'est ce qui a été développé ailleurs. C'est vraiment l'importance de la multidisciplinarité. On a de l'intelligence artificielle, on a des algorithmes, on a des nanoparticules, on a de la nanoélectronique. Et je vais vous en donner 2 exemples. Donc, vous voyez comment on accède au cerveau. Actuellement, où on a l'impression de médiatiser tout un tas de miracles venant de l'électronique, il faut rappeler qu'on est encore au 19e siècle. Quand je veux aller chercher une tumeur cérébrale, je suis obligé d'ouvrir le crâne. Et je suis dans une situation extrêmement dangereuse. Je peux aussi mettre une toute petite aiguille qui va prendre un petit bout du cerveau. Mais vous voyez, si je fais ça dans le cerveau de l'enfant de tout à l'heure, je vais avoir une lésion. Donc mon gros problème, c'est que je ne sais pas accéder au cerveau pour le comprendre et pour le guérir. Et vous voyez ce patient qui a une tumeur. Donc à gauche, vous voyez la tumeur qui a été opérée. Puis vous voyez, on ne voit plus de tumeur au milieu. Mais 3 mois après, cette tumeur va récidiver. Pourquoi? Parce que je n'ai pas pu ôter ce qu'il y avait autour, parce que c'est une zone fonctionnelle et que je suis incapable de savoir ce qui se passe dans cette zone-là. Donc on s'est posé une question d'explorateur. Donc vous voyez, on a montré avec Louis Benabid que sur la petite électrode qui montrait dans le cerveau, il y avait de l'information moléculaire. Et ça a généré une banque d'empreintes qui est en train de devenir internationale. Mais vous voyez, ça c'est essentiel dans l'innovation. Je dois continuer de rêver, et mon rêve, c'est d'avoir un tout petit bout de cerveau, mais pris de façon fraîche, spatiale, comme si je coupais le cerveau. François Berger, Oui. je pense que je n'ai pas compris, et peut-être vous avez tous compris, mais pourquoi vous employez ce terme d'empreinte cérébrale? Alors, parce qu'en fait, vous voyez l'enfant de tout à l'heure, j'ai mis un stylet, et puis en fait, on a regardé, est-ce qu'il n'y a pas des traces de la maladie, un peu comme la médecine criminelle, l'ADN que vous allez laisser, sur le métal chirurgical. Dans cette zone-là, si je fais une biopsie, je vais en prison. Donc on a montré de façon très rudimentaire que sur le métal chirurgical, il y avait un petit fragment biologique qui me permettait d'étudier les mécanismes de la maladie. Mais ça restait très primitif. Et donc après, en fait, on s'est promené un peu par hasard dans les salles blanches des nanoélectriciens, des gens de la nanoélectronique qui font les téléphones portables que vous avez dans la poche. On s'est rendu compte qu'il y avait des matériaux qui pouvaient peut-être nous faire la vraie rupture, c'est-à-dire aller faire une empreinte extrêmement résolutive. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et on a montré, donc là, vous voyez, on arrive à capter bien plus que ce que je vous ai montré après, et en étant beaucoup, beaucoup moins lésionnel. Donc, on a conçu quelque chose de beaucoup plus élaboré, issu de nouveaux matériaux, de nanomatériaux. Et là, vous voyez, le problème de l'innovation, quand elle veut servir aux patients, c'est qu'est-ce que je dois faire pour faire ça ensuite chez les patients. C'est une grosse critique qu'on affronte, hein. Il y a des publications, il y a beaucoup de publicité, la recherche annonce des miracles, mais c'est chez la souris et c'est pas chez l'homme. Alors pour aller chez l'homme, il faut faire tout ça. Il faut montrer chez des gros animaux que c'est pas toxique, des singes, des cochons. Il faut produire quelque chose de façon robuste. Et vous savez, on ne fait pas de la santé dans les salles blanches qui font vos téléphones portables. Donc il a fallu installer une production industrielle. Et il faut ensuite montrer qu'on n'est pas dangereux. Donc ça prend 4 à 5 ans et ça coûte 4 à 5 millions d'euros. Et ensuite, ce que les Américains appellent le first in human, pour la première fois dans le cerveau humain, vous allez mettre un matériau qui n'y a jamais été. Et là, je voudrais vraiment insister là-dessus. Ça doit nous rendre très, très humbles. C'est que là, c'est la difficulté d'innovation, c'est-à-dire est-ce que je vais avoir des effets secondaires.
Donc cette technologie... Les nanoparticules que vous nous avez montré 2 slides auparavant, voilà. Oui. Ça a été implémenté pour la première fois quand chez la souris? C'est quelque chose qui a été fait il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 1 an? Alors, la validation qu'on a fait chez la souris, elle date de 5 à 6 ans. D'accord. Et le first in human, ça y est, ça a été fait? C'est cette année, c'est la première fois que je montre les résultats un peu officiellement. Et, merci pour le scoop. Donc. Il faut être très humble quand on montre les résultats, parce qu'on est dans une situation très dangereuse. Donc on a choisi de faire ça pour la première fois, pas dans la maladie de Parkinson, parce qu'un patient parkinsonien va vivre de longues années, mais dans le glioblastome, chez des patients qui récidivaient en raison du risque. Je ne sais pas ce qui va se passer, même si j'ai fait plein de choses chez l'animal auparavant. Et vous voyez ce qu'on a eu chez le premier patient. On a eu un patient qui s'est aggravé, et vous voyez des images blanches dans son cerveau. Et le premier diagnostic qui aurait pu être fait, c'est celui d'une réaction immunitaire à ce matériau. Et en fait, parce qu'on était dans un environnement exceptionnel, c'est-à-dire qu'on s'était entouré d'imagerie, de diagnostics moléculaires, en fait, c'était une complication rare de sa maladie, qui était une infection dans son cerveau par un parasite. Donc ça, c'est bien pour montrer l'humilité qu'il faut avoir, c'est-à-dire que ce protocole a failli s'arrêter avec un diagnostic potentiel d'effet secondaire de la technologie. Et vous voyez maintenant, on a fait 25 patients, vous voyez à gauche le trou dans le cerveau que montre la flèche, c'est ce que fait une biopsie. Et vous voyez ce que fait l'empreinte, c'est un concept de scotch qui va scotcher les molécules et les cellules. Et là, on a pu, tout ça contrôlé par des experts internationaux, montrer qu'il n'y avait pas de danger. Et donc ce protocole est en train de devenir un protocole multicentrique qui se fait en France et qui va disséminer aux États-Unis et en Suisse. L'intérêt de tout ça, c'est de connaître les cibles dans des secteurs qui sont inaccessibles, le cerveau alzheimerien, le cerveau parkinsonien, pour essayer dans ces pathologies d'avoir des thérapies ciblées comme on a actuellement en cancérologie. Et donc l'académique que je suis, pour que ça dissémine, il est obligé, si elle n'existe pas, de créer une entreprise. C'est important, dans l'innovation, il faut des laboratoires académiques, puis après il faut des entreprises. Donc on a créé une start-up qui est actuellement en train de disséminer tout ça. Alors, ça, vous l'avez créée quand, celle-là? Made in Print. Elle a été créée en 2015. D'accord. Alors, un autre... Donc là, vous avez vraiment, vous voyez, toute la démarche de l'innovation. Je le fais très vite. Ça prend du temps, c'est dangereux, il faut rester très humble, et puis ça coûte aussi beaucoup d'argent. Alors, je vais vous donner un exemple, qui est celui des interfaces cerveau-machine. Vous avez attrapé un accident de voiture, ça vous a coupé la moelle, donc l'information qui part de votre cerveau ne va plus arriver à vos jambes ou à vos bras. Vous êtes tétraplégique. Donc l'idée qui a émergé, c'est de dire, si je capte l'information électrique que j'ai dans le cerveau, quand vous pensez que vous voulez marcher, il y a des neurones qui s'activent, donc je vais la capter avec des électrodes. Je vais avoir un ordinateur qui va interpréter tout ça, donc vraiment toute l'analyse de données complexes, et je vais utiliser ça pour commander un bras artificiel ou un robot. Alors, c'est très intéressant de voir ce qui s'est fait. Donc d'abord, une capture très rudimentaire avec des caxes externes. Vous voyez l'ouverture, donc ça c'est les travaux de Nicolas Ellis aux États-Unis et au Brésil, et vous voyez l'ouverture de la Coupe du Monde. Vous voyez un exosquelette assez monstrueux, et vous voyez ce patient qui va lancer un ballon pour ouvrir la Coupe du Monde. Et donc là, l'activité cérébrale, elle est captée par un casque externe, une sorte de bonnet qui enregistre l'activité électrique. Alors, le cerveau, il est extrêmement complexe. Capter l'activité électrique de façon externe, c'est bien trop rudimentaire. Donc, les chercheurs se sont dit, on va aller dans le cerveau, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et là, on va dans le cerveau, vous voyez en haut à droite, avec un réseau d'électrodes qui font 100 microns, qui sont toutes petites, qui va venir dans la zone motrice. Donc vous voyez, là, on est dans quelque chose d'agressif. La première patiente était atteinte d'une maladie incurable qui s'appelle la sclérose latérale amyotrophique. Et on lui a appris, en fait, donc vous voyez, elle va apprendre à utiliser une partie de son cerveau qui ne servait pas à ça pour diriger un bras robotisé. Il faut plusieurs mois pour faire ça. C'est grâce à la plasticité cérébrale qu'on arrive à faire ça. Et vous voyez, c'est extrêmement laborieux. Il y a probablement très peu de patients qui vont arriver à faire ça. Un apprentissage, elle doit à chaque fois se faire un rétrocontrôle. Et là, vous voyez, elle finit. Donc il y a quasiment 1 an d'apprentissage. Ça, c'est de l'augu. Et là, elle finit par réussir à
guider une paille, ça c'est extrêmement complexe. Il y a plein de neurones qui doivent fonctionner en même temps pour boire. Cette maladie, c'est celle dont est atteint Stephen Hawking. Hein. C'est la maladie de Charcot, c'est ça? Alors là, ça c'est une forme rapide. Lui, il a une forme très lente. Oui, hein. il a 80 ans, voilà, alors qu'on lui avait promis 2 ans de vie après le diagnostic. Tout à fait, c'est exactement ça. Donc, vous voyez, alors après, ce qui est intéressant, on peut en tant que chercheur tomber dans ce que j'appelle le techno-push. Et là, c'est important de demander aux malades, qu'est-ce que vous pensez de ça? Et par exemple, on a le modèle des intouchables qui était venu nous voir, là, M. Diborgo, qui nous a dit, mais attendez, ça c'est monstrueux. Mon fauteuil roulant, il fait bien plus. Ça, c'est très important d'écouter les patients, parce que dans ce type de recherche, les patients n'ont pas été assez écoutés. Et du coup, là, techno-push, ça veut dire, bon, vous forcez à adopter une nouvelle technique. Voilà, je suis fasciné par la technologie et je ne vois plus le patient. Je regarde le bras, mais je ne vois plus le patient. Donc les chercheurs américains qui sont très à la pointe là-dessus, ils ont entendu ça, ils ont dit l'exosquelette, il faut mettre ça à la poubelle. Et donc, connaissant le fonctionnement du cerveau, ils ont fait ce qu'on appelle une dérivation neurale. Donc, c'est ce que vous avez ici. Il n'y a plus d'exosquelette, il n'y a plus de bras. Et on va connecter l'électrode directement aux muscles. Et là, vous voyez, ce patient qui était tétraplégique se remet à avoir une activité motrice fine qui lui permet de faire des gestes qui étaient très, très importants pour sa vie quotidienne. Donc, vous voyez, ça, c'est extrêmement important. Ça renvoie en fait à la perception du corps par un patient. Il veut son corps d'humain et il ne veut pas de la technologie ésotérique dans son corps. Et pour finir sur ces exemples, vous voyez ce qu'on développe dans le laboratoire. Là, on va répondre à la problématique des patients qui ne parlent plus pour tout un tas de raisons médicales. Donc, on a lancé un programme où on va capter l'activité cérébrale dans la zone motrice de la parole. Et le but, c'est de commander un synthétiseur vocal. Et actuellement, on est en train de mettre au point des algorithmes, utilisant d'ailleurs de l'intelligence artificielle, pour arriver à décoder l'activité électrique. Vous voyez, je veux articuler, mais pour plein de raisons médicales, je ne peux pas articuler pour commander un synthétiseur vocal. C'est ce qui peut arriver après un AVC, par exemple? Voilà, après un AVC, après un certain nombre... Il y a des maladies dégénératives aussi dans cette zone-là, ou les knock-out syndromes chez les patients comateux qui ne peuvent plus s'exprimer. Il faut rester très humble devant... il y a des groupes qui ont vendu... on va avoir le synthétiseur vocal et on teste tout de suite ça. Nous, on a décidé de faire étape par étape, c'est-à-dire pendant la chirurgie des tumeurs en zone motrice de la parole, on va enregistrer, et puis ensuite, avec des groupes qui font de l'intelligence artificielle, on va essayer de montrer qu'on peut décoder. Il faut rester très très humble par rapport à ça. Et si je parle de cette humilité, et je vais finir là-dessus, c'est parce que tout ça, dans une espèce d'efflorescence médiatique, ça a développé des problèmes éthiques absolument majeurs. Et en tant que directeur de Clinatech, dont je suis parti en partie pour des raisons éthiques, on s'est trouvé confronté à un rejet de la société. Donc vous voyez, Berger, Benhabid, Fioraso, hors de nos villes, ni Neuropolis, ni Neuromarketing, la gare de Grenoble inondée de pancartes, ni implant, ni puçage, ni flicage, crève Clinatech. En fait, en tant que chercheur, je dirais, en tout cas dans la position que j'avais ici, probablement qu'on n'avait pas tout à fait bien anticipé tout ça. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai montré des images de neurostimulation de la maladie de Parkinson ou de la dystonie. Il faut faire attention parce que quand je vous montre l'image d'un Parkinsonien qui tremble énormément puis qui arrête de trembler, je ne vous dis pas qu'en fait sa maladie va continuer d'évoluer. Et il faut faire très attention aux images. Et vous voyez, quand je vous montre cette image d'un robot qui était soutenu à l'époque par Google, qui marche dans la neige, vous vous dites, c'est fini, on a guéri. Avec les interfaces que je vous ai montrées tout à l'heure, les neurotechnologies permettent de remarcher. En fait, c'est complètement faux. Actuellement, les exosquelettes ne savent pas avoir l'équilibre, et personne ne sait avoir l'équilibre dans un exosquelette avec un patient dedans, raison pour laquelle on a abandonné tout ça. Et d'ailleurs, Google vient de revendre Boston Dynamics. Donc attention au choc des images. Des scientifiques comme moi-même, j'ai pu aller un peu trop loin dans cette survente. Le maximum de la survente, et ça c'est extrêmement inquiétant, c'est l'idéologie transhumaniste qui nous vendait, vous voyez par exemple, qu'on pouvait modéliser le cerveau comme un ordinateur en 2013 et que ça permet dans moins de 10 ans de prendre vos pensées et de les mettre dans un ordinateur. Alors j'ai fait il y a presque 10 ans un débat à Paris, ça m'avait valu à l'époque un article dans le Canard enchaîné où on m'avait comparé au professeur Tournesol.
Depuis, la situation est extrêmement inquiétante puisque des journaux très sérieux, Time, Le Monde, Le Point, se mettent actuellement à être des supports majeurs de cette idéologie transhumaniste qui est une véritable pseudo-science qui vend du charlatanisme. Il faut faire extrêmement attention. Il y a des prérequis éthiques qui sont indispensables. Vous avez vu ce qu'a failli m'arriver tout à l'heure dans mon essai clinique. Attention, intervenir sur le corps, c'est dangereux. Quand vous suivez ce que me dit mon iWatch pour avoir plus d'activité, vous prenez un danger. Donc actuellement, il faut résister. On n'a pas le droit d'intervenir sur le corps sans régulation. On n'a pas le droit de vendre, c'est ce qu'on appelle la marchandisation du corps. Vos données vous appartiennent. Et si l'intelligence artificielle, si les neurotechnologies que je vous ai montrées tout à l'heure sont majeures, j'en ai besoin pour mon innovation, elles ne résument pas ce qu'est le cerveau. Je pense qu'on va avoir des présentations tout à l'heure sur les cellules souches. Le cerveau, c'est tout sauf un ordinateur. C'est quelque chose qui bouge, qui meurt, qui est aussi dans votre intestin. Donc attention à cette simplification qui pourrait être extrêmement dangereuse. Alors quand je dis ça, je finirai là-dessus. Je me suis fait traiter il y a 2 mois aux États-Unis de bioconservateur. Attention, je pense qu'on peut innover de façon accélérée. On le doit aux patients, mais on peut le faire de façon sécurisée. Ça veut dire un certain nombre de choses. Pas de communication miraculeuse. Ça veut dire faire participer plus le patient à la recherche. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis dans le BCI. Avoir une position ferme. On a été plusieurs. D'ailleurs, on a fait une tribune dans Sciences et Avenir là-dessus. C'est-à-dire que le transhumanisme est pour nous un crime contre l'humanité. Il faut clairement dire qu'on ne doit pas faire ce type de proposition idéologique. Mais à côté de ça, on peut développer une recherche innovante, accélérée, sans principe de précaution bloquant. On a simplement un devoir d'être surveillé, ce que actuellement les lois ne nous imposent pas vraiment. J'ai juste le droit de déclarer mes effets secondaires. Et on est plusieurs actuellement à vouloir qu'il y ait une modification des lois bioéthiques pour intégrer ce que j'appellerais cette protection accélératrice qui permet d'innover vite au service des patients, mais en respectant un minimum éthique. Je vous remercie. Juste une critique de votre affiche. Oui. J'ai fait la même à Francis. Je lui dis le cerveau n'est pas un ordinateur. Vous voyez, l'évolution de l'homme, ce n'est pas un robot bourré d'électrodes. Ça va me servir pour mes patients. Il faut savoir actuellement qu'est-ce qui améliore le mieux l'homme. Par exemple, si on veut ralentir les maladies neurodégénératives. Ce n'est pas le cerveau bourré d'électrodes ou de connectiques électroniques que vous avez montré. Ce qui améliore le mieux les cellules souches, c'est un environnement social enrichi. Donc en fait, ce n'est pas une connectique électronique, mais c'est une connectique de main, une connectique d'humains qui ont de l'empathie, de la créativité, et c'est ça l'homme. Un robot, un ordinateur, c'est tout sauf un humain.